Donc bonjour tout le monde, je suis très content de vous recevoir pour ce nouvel épisode un peu spécial de Kalimandjaro, l'épisode 200. Très content parce que on a tenu pendant tout ce temps et vous avez tous contribué à ce que le podcast est aujourd'hui, avec chacun des parcours différents, des profils un peu différents. Je sais que les échanges vont être passionnants. Donc je vous remercie chacun d'entre vous, chacun d'entre vous d'avoir accepté de se prêter à cet exercice. La première chose qu'on fait dans ce genre de pratique, même si vous êtes déjà passé sur le podcast, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun d'entre vous pour que l'audience vous découvre? Je t'en prie. Honneur aux dames. Donc moi, je suis Nathalie Zoromé. Je suis avocate depuis un peu plus de 20 ans. Mon cabinet est basé à Paris, mais depuis 10 ans, je suis beaucoup basée sur l'Afrique francophone, puisque je fais du droit international privé, du droit des affaires et avec une spécialisation OHADA. Je fais du droit du travail international. Et ça me permet d'être sur un axe où j'accompagne les professionnels, aussi des particuliers, mais dans l'intercontinentalité, voilà, entre l'Europe et l'Afrique francophone. Ok, bonjour à tous et puis merci Tanguy pour l'invitation. Je t'en prie. Donc moi c'est Awa Dramé, je suis entrepreneur et j'ai notamment monté Time to Start qui est un incubateur, donc on accompagne des porteurs de projets et des entrepreneurs, et puis j'ai également monté un fonds qui s'appelle donc Sens, qui fait du prêt gratuit, voilà. Parfait. Bon déjà merci à tous d'être présents et merci à Tanguy pour l'invitation. C'est vraiment un réel plaisir de pouvoir revenir dans les mains de Kalimandjaro. Pour la troisième fois. Pour la troisième fois, ça a commencé à devenir. Historiquement, c'est lui le premier que j'ai enregistré sur Kalimandjaro. Le tout premier. Même si je suis pas le premier au niveau des épisodes, mais. Ouais, mais enregistré en premier. Effectivement. Donc moi, Ibrahima Sissoko, entrepreneur, 43 ans. Aujourd'hui, j'ai un groupe composé de SN, de boîtes de portage salarial, de formation, de beaucoup de choses qui tournent autour de l'informatique sur 3 continents. Effectivement en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Et depuis peu, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui tournait autour des porteurs de projets, de leurs problématiques. Et j'accompagne des porteurs de projets en phase de structuration et recherche de financement. Et on fait quand même pas mal d'intelligence économique. C'est le cœur du métier pour pouvoir mettre en place toutes ces phases d'accélération. Donc voilà. Merci. Et enfin. Au risque de me répéter, merci Tanguy pour l'invitation. C'est un honneur que tu aies pensé à moi en particulier et à nous tous ici. Donc c'est la deuxième fois que j'ai la chance de participer à un de tes podcasts que j'écoute assidûment. Merci. Donc moi, de façon très simple, je suis le cofondateur et le general manager du fonds de Blueprint VC. On investit dans des équipes de fondateurs divers. Alors quand je dis équipes de fondateurs divers, c'est essentiellement genre et origine. Ce sont les deux types de diversité que l'on tacle essentiellement. Notre thèse, c'est de dire que au plus il y a une diversité des points de vue au sein des équipes fondatrices, au plus la société est performante, innovante, et c'est un meilleur pari financier pour nous. Je vais pas en dire beaucoup plus, parce que sinon, je recommande aux personnes qui veulent en savoir plus d'écouter le podcast. C'est ça. Exactement. et ils en sauront plus. Voilà. Tu as tout à fait. Mais merci en tout cas de vous être présenté. Comme je vous le disais en off, là on est en juillet 2023. Il y a un mois, la France brûlait, littéralement. En tout cas, il y a beaucoup de points en France qui brûlaient. Et même en Europe, parce que tu m'as dit qu'en Belgique également, ça brûlait. À la suite de la mort d'un jeune, vraisemblablement, en tout cas, on a tous vu qu'il a été tué par la police. Et voilà, je me suis posé beaucoup de questions à l'occasion de ces événements sur notre responsabilité à nous en tant que grands frères, parce qu'on parle de l'État, mais nous-mêmes peut-être on a notre responsabilité. Et la première question que j'ai envie de vous poser sur ces événements, c'est quel est votre regard d'entrepreneur ou de profession libérale sur cette situation qui, à mon avis, relate
un certain désespoir. Quand je parle des réactions des jeunes, relate un certain désespoir de la jeunesse vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des institutions. Quel a été, votre regard? Qui veut commencer? Quelqu'un... Moi, alors, écoute, je veux bien me lancer. Bon, alors, premièrement, c'est toujours un sujet qui révèle un certain nombre de frustrations. Okay. Mais moi, j'ai quand même deux postulats de base afin que la discussion soit des plus raisonnée possible. Et les deux points que j'ai de base, c'est que dans un pays comme la France, en particulier, mais de façon générale, un jeune ne doit pas mourir dans ces conditions-là. Okay. Ça, c'est un postulat de base. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de parce que, ça ne doit pas arriver. Point. Okay. Deuxième postulat de base, encore une fois, dans un pays comme la France, mais de façon générale, c'est que se servir ou utiliser comme prétexte un fait, quel qu'il soit, pour piller, pour détruire, pour revendiquer quoi que ce soit en portant, on va dire, atteinte à l'intégrité physique des gens, ça ne doit aussi pas arriver. Point. Pas de mais, pas de parce que, pas de... Voilà. Ça, c'est les deux choses qui, pour moi, sont fondamentales pour avoir une discussion relativement apaisée sur ce sujet, qui est de toute façon, qui peut être crispant. Okay. Une fois qu'on a dit ça, le sujet il est tellement vaste que je sais jamais par quoi commencer. Mais pour moi, il y a un point qui est fondamental dans tout ça, c'est quel est le rôle de l'éducation dans tout ça. Okay. Je pense très que important, c'est fondamental. Effectivement, vraiment. Le seul problème que j'ai avec les avec le fait de prendre en compte l'éducation, c'est que l'éducation, il n'y a rien à faire, c'est du temps long. Okay. Donc, à partir du moment où on est sur du temps long, c'est toujours, on a toujours du mal à dire ce qu'on va faire à court terme pour résoudre le problème. Et je pense qu'il y a des actions à court terme qui doivent être faites, qui doivent être portées. Donc, moi, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour entendre des points de vue et des façons dont on pourrait faire avancer les choses, parce que le sujet, il est vaste, il est ultra important, parce que c'est notre avenir, l'avenir de nos enfants, notre avenir à nous, et l'avenir de la France, parce qu'on est en France, mais l'avenir de l'Europe fondamentalement. De savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place à court terme, à moyen terme, à long terme, et d'essayer aussi quand même de poser les bases d'un questionnement sur les raisons qui nous ont amenés à ces situations-là. Moi, si vous permettez, je vais me permettre de rebondir. Après, je pense que c'est bien que tu aies posé les bases comme ça. Ça permet vraiment de pouvoir centrer le débat. C'est hyper important parce que sinon on partirait dans tous les sens. Il est important de se poser les questions, de se dire le pourquoi, quelles sont les raisons qui ont amené tout ça. Moi, je vais m'axer sur une autre pratique et je laisserai mes confrères éventuellement répondre aux questions concernant les raisons. Moi, c'est plus les résultats et ce qu'on attend et les perspectives qu'on peut attendre des constats qui ont été établis. J'aimerais bien faire un peu de prospective et me dire, en 2005, on a eu les mêmes événements différemment, qui ont causé peut-être moins de dégâts financiers, mais qui ont ancré la France d'une certaine manière au regard international. Et national, bien évidemment. Moi, j'avais à l'époque 25-26 ans. J'ai vu la France brûler. Aujourd'hui, j'ai vu la France brûler, mais différemment. J'ai vu la France pillée et brûler. En 2005, on ne pillait pas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça a été une excuse. Et je ne jette la pierre à personne. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on se dit l'élément économique est un élément qui est important. Alors qu'auparavant, on portait des valeurs, on portait des principes. On brûlait parce qu'on n'était pas d'accord. Les gens qui étaient dans la rue en 2005, moi j'avais 25-26 ans, avaient 25, 26, 27, 28 ans. Et même des fois plus jeunes. Aujourd'hui, les gens qui étaient dans la rue, j'ai vu de tout. 13, 14, 15 ans. On parle de mineurs. Mais on parle également de personnes plus âgées. Et qui n'étaient pas là pour brûler, mais pour piller. Il faut se poser la question de
des aspects économiques. Je vais rentrer ici on est à Black Network, Kilimanjaro. Il faut se poser des questions par rapport à notre communauté. Notre communauté pourra s'en sortir quand elle sera économiquement plus forte. Il faut peut-être voir ce qui a été fait dans l'ensemble, mais de se dire, si on veut pouvoir établir un constat, le constat qui a été fait, c'est un constat qui est chiffré en plusieurs dizaines de milliards de dégâts causés, d'individus arrêtés. Et en fait, si on pouvait mener des études statistiques de genre et de la diversité, on pourrait comprendre très rapidement qu'on est quand même assez représenté dans ce qui s'est passé. Il faudrait se dire, dans 20 ans, même si on était amené à avoir un cas comme celui-ci qui est fondamentalement triste et très préjudiciable, il y a quand même un être humain qui a perdu sa vie, qu'est-ce qui pourrait se passer et comment on pourrait agir? Est-ce que descendre dans la rue est le seul élément qu'on peut faire, ou par l'intermédiaire de puissance économique, on pourrait influer des lobbies pour que les personnes qui sont derrière ce type d'actes puissent être incarcérées tout de suite, qu'on se pose le moins de questions possible, et que lorsqu'il y a une cagnotte qui est faite pour ce type de personnes, ou des cagnottes qui sont faites dans l'autre sens, tout de suite on puisse lever pas un, pas deux, mais plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. Que la famille de ce jeune qui a été tué puisse tout de suite se prendre en charge. Qui s'est posé la question? Comment on agit? Donc moi, c'est plus la partie perspective et sur prospective. Aujourd'hui, il s'est passé ça, c'est un constat. Dans 10-15 ans, comment on veut se retrouver face à ce type de situation qui se reproduira? Faut pas être naïf non plus. Politique, je ne sais pas faire et je n'en ai pas la prétention. Économique, j'en connais un tout petit peu, et je pense que toutes ces personnes qui sont sur la table ici ont les moyens de pouvoir permettre à la communauté de pouvoir se prendre en charge ou les aider, les accompagner. Voilà un petit peu moi ma vision des choses, c'est sur le résultat qu'on pourrait obtenir d'ici 5, 10, 20 ans de ce que la communauté, si elle est fédérée, devra espérer pour pouvoir grandir, plutôt que de me poser vraiment les questions d'aujourd'hui, de se dire revenir sur un constat déjà préétabli. Merci, mesdames. Alors, merci pour ces premiers points, c'est super intéressant. Moi, ce que je ressens déjà dans un premier temps, c'est effectivement beaucoup de souffrance, de la souffrance parce qu'il y a effectivement la mort d'un jeune, et c'est toujours douloureux de voir que ça se répète. Ensuite, il y a la douleur de voir effectivement nos quartiers brûlés, parce que c'est chez nous, et comme disait un rappeur, c'est nous contre nous quand on brûle son magasin ou la voiture de son voisin. Voilà, c'est vraiment un mal qu'on se fait. Et donc moi, ça me fait mal de voir ça, de voir ces images. Après, je vais pas revenir sur l'histoire, les événements. Je pense qu'on en a beaucoup parlé. La question que tu posais, c'était quel est notre rôle finalement vis-à-vis de ça. Je pense que c'est très large. On pourrait en parler pendant des heures parce qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a effectivement, on parlait d'éducation, on parlait de la politique et du rôle de l'État. Je pense quand même que l'État a un rôle important à jouer sur le développement des quartiers. Il y a un rôle économique qui est essentiel pour moi aussi. Si on revient un peu sur ce que moi j'estime les points clés, c'est déjà notre écosystème. Moi, j'ai grandi en banlieue et j'habite encore en banlieue. Et en fait, je l'ai vu évoluer, ma vie, je l'ai vu évoluer. Et pas dans le bon sens. À l'époque, lorsque j'avais, une dizaine d'années, il y avait une mixité sociale qui était plus importante. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les classes moyennes s'en vont dans les quartiers, sont parties finalement, dans les quartiers un peu plus riches. Et du coup, on a vu arriver des populations encore plus pauvres. Et donc, il y a plus cette mixité qu'on avait à l'époque. Et ça, je pense que ça joue énormément. Et c'est le rôle, je pense, de l'État de travailler sur la mixité. Ça, c'est pour moi un constat important parce que la mixité, en fait, on a tendance à sous-estimer, mais c'est un rôle extrêmement important dans son développement, dans l'éducation,
dans le développement des quartiers, dans tout ça. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. Après, il y a effectivement le rôle des personnes qui sont issues. Je pense qu'on a un rôle à jouer. On se doit, pour moi, c'est l'objectif prioritaire et d'où l'importance de travailler en synergie. On se doit d'investir dans nos territoires et d'investir dans les populations. Donc, que ce soit dans le recrutement, dans la formation, dans l'éducation, dans l'entrepreneuriat. Et donc, il y a cette question d'est-ce qu'on a suffisamment fait ce travail-là. Je pourrais pas y répondre maintenant, mais j'ai quand même un gros doute sur l'investissement entre guillemets des personnes qui sont issues de ces territoires et qui ont réussi. Il y a une forme d'abandon, je pense, et à mon avis, il y a une sensibilisation à faire là-dessus. En gros, quand on réussit, on s'en va. C'est un peu le constat global. Et après, sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce que c'est pas fini. Comment on évite finalement un événement similaire dans 5 ans, 10 ans. Pour moi, ça passe par la création de valeur dans nos territoires. Aujourd'hui, les gens, ils viennent dans certains territoires pour juste dormir, y vivre, mais pas pour y travailler, pas pour consommer exactement. Et quand tu vois les villes qui se développent, en fait, on y vit. On a la culture, on a le loisir, on a la formation, on a l'éducation, tu vois. On n'a pas besoin finalement d'aller chercher ailleurs. Je dis pas qu'il faut s'enfermer, mais je pense qu'il faut créer de la valeur. Pour moi, le changement durable et profond, il passera par la création de valeur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ok, merci. Tout à fait d'accord. Maître Zoromé. Oui, alors, comme certains le savent, moi j'ai porté plusieurs cas de violence policière, donc j'y suis toujours très sensible. Et je voudrais commencer par rappeler une de mes citations favorites en tant qu'avocate, qui est une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. Voilà, c'est une phrase qui est très évidemment d'actualité, mais qui avait été écrite par Montesquieu, donc elle n'est pas récente. Pourquoi je la cite? Parce que c'est dans une injustice faite à tous. Voilà. J'ai ce petit débat parfois avec Tanguy sur la question de la communautarité, la communauté. Et quand tu dis nous, quand tu dis chez nous, j'ai envie de dire que certainement même à notre table, il n'y a pas de nous, en fait. Enfin, si, il y a un nous. Mais ce nous ne me plaît pas parce que ce nous, il est associé à nos origines. Et je pense que dans les gens qui ont été économiquement touchés et impactés par les pillages, c'était un nous qui était beaucoup plus vaste. On est bien d'accord. Donc, rattacher ça à notre communauté, c'est tout à fait juste en termes de statistiques. Mais je pense que c'est un problème d'espoir qui est tari, en fait. Et peut-être il est plus tari dans certaines communautés que d'autres, mais en réalité, si moi je parle de ma vision un petit peu décentrée actuellement, puisque je suis pas mal en Afrique, de l'évolution de la France, je pourrais dire comme toi. C'est-à-dire, je pourrais dire la ville où moi j'ai grandi, c'était pas une ville mauvaise, hein, mais c'était pas non plus les beaux quartiers. Et honnêtement, je l'ai vu se dégrader aussi beaucoup. Voilà. Donc il y a un problème d'espoir. Donc effectivement, dans la partie qui est la vôtre, il y a ce côté économique où il faut régler le problème. Je sais pas si il est nécessairement que dans le sens des communautés, peut-être plutôt des territoires où là on retrouve une grosse mixité. Et l'espoir de la mixité, moi je le vois à mon niveau dans la justice, parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait réagir tout à l'heure quand tu as parlé. Il faut que la personne soit incarcérée tout de suite, qu'il y ait une réaction tout de suite. Je vais dire oui et non, parce que on va aussi commettre des erreurs et créer d'autres injustices. Donc moi, je suis très attachée au fait de respecter les deux positions. Alors, on veut les vidéos, ça je le redis aussi, parce que il y a plein d'affaires où si on avait eu les vidéos, ça aurait été peut-être beaucoup plus simple et moins long. Là, on l'a, la vidéo, donc c'est quand même effectivement assez délicat de nier des réalités visuelles et factuelles. Ce qui est embêtant, c'est qu'effectivement, on a ce côté d'une communauté qui est victime
et puis d'agresseurs qui sont d'une autre communauté, c'est-à-dire une communauté française et blanche. Voilà. Donc je pense que ça a pas aidé. Ça a pas aidé, c'est sûr. Néanmoins, de mon point de vue d'avocat, il y a une grosse réforme à faire dans la justice, parce que quand on la rattache à l'espoir, on la rattache aussi à l'effectivité de la sanction. Parce que on est pénalisé et derrière il se passe quoi ? Ben il faut que la justice soit plus mixte, parce que quand il y aura une réponse pénale, on espère rapide, mais quand même la justice doit un peu prendre son temps. Quand il y aura une réponse pénale, on se dira pas c'est une justice de blancs, c'est une justice de riches. On se dira c'est la justice parce qu'elle sera rendue aussi par des populations diversifiées. La justice française, quoi. Ce sera la justice française et elle est forcément mixte. Et je pense qu'il y aura plus de légitimité à avoir des décisions qui sont rendues par des gens d'horizons différents, de couleurs différentes, de communautés différentes. C'est encore un peu trop rare de voir des magistrats, par exemple, mélangés, même s'il y en a de plus en plus, des procureurs, voilà, tous ceux qui sont du côté de l'effectivité de la sanction, parce qu'en fait, là, on a une double peine, en fait. On a les pillages, et puis après, on a tous les gens. Là, je reviens à votre secteur un peu économique, qui du coup est pas, enfin, les gens vont passer des années dans des procédures, parce que là, du coup, ça fait travailler tous les juristes, hein. On a les assureurs qui vont essayer de bloquer certaines indemnisations, donc il va y avoir travailler dans les droits des assurances, le droit pénal bien sûr en première ligne, le droit des affaires pour toutes les sociétés qui vont peut-être fermer parce que elles n'auront pas les moyens de se relever. Il y a vraiment beaucoup de secteurs et là pour l'espoir, moi c'est forcément ma fibre. Je dirais oui, la justice pour l'effectivité du droit. Et on en parlera sûrement droit des affaires aussi. Et quand le droit est effectif, l'activité économique peut avancer plus en confiance, quoi. Donc, je trouve très intéressant ce que tu viens de dire et évoquer l'aspect ou l'axe judiciaire ou le point de vue d'une juriste. Bon, il y a un des éléments qui pour moi était fondamental dans ce que tu as dit, c'est la représentativité. Pour moi, ça, quel que soit le secteur, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les cadres dirigeants, que ce soit au niveau des sportifs, etc., la représentativité d'une population est essentielle. Okay. À partir du moment où on n'a pas l'impression qu'il y a une représentativité, okay, alors je ne vais pas justifier, mais on pourrait suspecter une illégitimité. Voilà, une illégitimité et un biais. Okay. Donc je pense que la notion de représentativité, elle doit être acquise. Okay. C'est quelque chose ça doit être normal. Je veux dire, mais est-ce qu'il faut l'imposer ? Ça c'est toujours le problème des quotas. Il faut des quotas, c'est là. Alors, moi je suis ça c'est passionnant comme sujet. Ouais, mais c'est un sujet tellement passionnant, mais tellement. Moi je pense que c'est un sujet sur lequel il faut juste être factuel. Okay. On a parlé de la représentativité des femmes au sein des conseils d'administration. Oui. Il y a eu une loi qui a été votée. Tout à fait. Cette loi, elle a permis de faire en sorte que la France passe d'un des derniers pays en termes de représentativité des femmes au conseil d'administration dans l'un des meilleurs au niveau européen. Est-ce que maintenant, de nos jours, alors les premières années, on a peut-être dit oui, on a mis cette femme-là parce que c'est une femme, parce que c'est... Ok, vous savez quoi ? C'est pas grave les 2 premières années. C'est pas grave. On a tout le reste de la vie pour être certain que ce seront les bonnes personnes qui seront en bonne place. Et pourquoi, par défaut, une femme serait moins compétente qu'un homme ? C'est pas possible. C'est juste pas possible. Moi, je parle d'un postulat très simple, c'est que le talent, il est équitablement réparti au sein d'une population. Peu importe la population, peu importe la minorité, peu importe. Donc il y a le même nombre de personnes talentueuses chez les Noirs, chez les Arabes, chez les handicapés, chez les Kudjats, chez les Borgnes. Il y a la représentativité est en lien avec avec cette notion de talent équilibré. Donc pour répondre à la question, j'étais farouchement opposé au quota. Okay. Il y a dans ma vie précédente, si on veut. Et je dois l'avouer. Pour une raison, en réalité,
qui est malsaine. Okay ? La raison pour laquelle j'étais farouchement opposé au quota, c'est que j'avais le sentiment que ça remettait en question ma propre, entre guillemets, réussite. Ça allait te déclasser. Ça veut dire que chaque jour, quelqu'un pourrait envisager que si cette personne est là où il est maintenant ou aujourd'hui, c'est parce que il a été, j'allais dire victime, en l'occurrence c'est pas le cas, il a bénéficié de quotas. Non, mais c'est pas grave que les premières années on pense ça. Okay ? Fondamentalement, j'ai envie de dire, si on doit penser ça les premières années, ainsi soit-il. Okay ? On sait que par nature, ça va s'équilibrer, on n'y pensera même plus. Okay ? Donc moi je suis assez pour les quotas, maintenant. Alors, j'en fais pas mon cheval de bataille. Hein. Je dis pas que c'est la première chose sur laquelle il faut absolument, travailler. Loin de là. Mais c'est un sujet sur lequel, oui, si c'est une des solutions, ce sera une des solutions pour arriver à cette représentativité. Les autres solutions qui vont avec, c'est l'éducation, etc., dont on a parlé. Hein. Le fait de montrer le champ des possibles à des enfants plus jeunes qui ne se verraient pas magistrats, qui ne se verraient pas procureurs, qui ne se verraient pas politiciens, qui ne se verraient pas banquiers d'affaires, qui se verraient... Enfin, ces choses-là, juste tout simplement, parce qu'il n'y a pas un manque de financement, il y a un manque d'information. Tout simplement. Okay ? Oui, d'accord. Effectivement. Oui, d'accord. Mais on va se poser la question tout à l'heure de l'organisation politique, de l'organisation au lobby, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, et des thèmes sur lesquels on devrait se mobiliser si on était organisé en lobby. Mais avant ça, assez rapidement, est-ce que j'aimerais connaître un peu votre position, votre constat aujourd'hui par rapport à la situation, parce que bon, on est tous, on n'est pas des perdreaux, je pense tous. Et il y a 20 ans, enfin en 2005, on était déjà peut-être tous adultes en tout cas, mais déjà tous grands. Et est-ce que vous avez l'impression que la situation aujourd'hui, elle est pire qu'à cette époque? En termes d'opportunités, Macron disait, vous avez juste à traverser la rue et il y a du travail. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression de vivre un peu dans une bulle où les gens bossent, les gens font du business, les gens se débrouillent. Je sais que c'est pas toute la population, mais j'ai l'impression, de mon point de vue, qu'il y a plus d'opportunités aujourd'hui pour des jeunes issus de la diversité et pour notre communauté qu'il y en avait il y a 18, 20, 25 ans, même du temps de nos parents et encore pire de nos arrière-grands-parents, pour ceux dont les grands-parents étaient en France, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Vas-y, je t'en prie. Écoute, je suis assez d'accord avec toi. Encore une fois, j'observe la France depuis un peu l'extérieur. Et moi, par rapport à ma génération, je trouve qu'il y a beaucoup plus de possibilités d'aller vers des métiers parce qu'on a déjà des représentations, voilà. Et j'ai envie de dire que en plus, même quand on en a pas, parce que à l'époque, moi, il y en avait pas. Je l'ai dit comme une de nos consoeurs là qui a fait ce petit récit il y a quelques 48 heures. Moi, je suis allée en fac de droit. Il y avait peut-être sur 250 personnes, 5 noirs et peut-être 6 arabes dans l'amphi, et sinon c'était des gens qui étaient beaucoup plus typés français, même si on était pour beaucoup français. Je me gêne, on va dire. En apparence. J'essaie d'être un peu direct, mais bon, voilà. Et donc du coup maintenant, moi aussi, quand je regarde de l'extérieur, je me dis mais il se passe des trucs, il se passe beaucoup de choses en France, il se passe beaucoup de choses à Paris. Alors en plus Paris, c'est la région parisienne, c'est très cosmopolite. Moi j'étais en province, mais je trouve que ça s'ouvre énormément au niveau de la représentativité et du coup de l'idée que peut avoir un jeune. Tiens, je ferai ça. Après, et je m'arrête là, c'est là où on revient sur l'économique. J'ai l'impression que la situation est plus dégradée, donc c'est beaucoup plus difficile pour les étudiants. Et peut-être que le frein, il est beaucoup là. Parce que l'image, je trouve qu'on l'a plus qu'avant. Mais la capacité matérielle, là, c'est quelque chose où je suis moins optimiste. Ah ouais. D'accord. Il a remplacé Tanguy. D'accord. Attention, Tanguy, il va prendre ta place C'est bientôt. ça, je sens. En plus, il fait des chroniques maintenant. T'as compris. Non, moi je pense qu'effectivement il y a beaucoup plus d'opportunités. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui, ne serait-ce que d'entreprendre, ne serait-ce que grâce au digital.
LinkedIn aujourd'hui, tu peux trouver un stage, une alternance. En tout cas, tu peux mettre ton CV sur les réseaux et tu as déjà beaucoup plus d'opportunités qu'à l'époque où nous on allait, je sais pas si vous faisiez ça, mais moi j'allais taper aux portes des magasins pour aller trouver mon alternance. Donc là aujourd'hui, le digital te permet quand même de t'ouvrir un maximum. On est un peu plus connecté, tu as de plus en plus d'outils pour échanger, pour rencontrer. Donc il y a quand même, pour moi, une plus grande facilité aujourd'hui pour entreprendre ou trouver un boulot. Maintenant, il y a aussi des difficultés qui sont présentes. On a par exemple des taux de chômage auprès des jeunes qui est assez important. Et donc ça, malheureusement, ça perdure. On a toujours des personnes qui sont discriminées et ça reste encore très fort en France. Donc il y a toujours ces problématiques-là. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vu quand même des quartiers qui se sont appauvris. Et donc ça, c'est aussi une vraie problématique. Maintenant, on a la chance de pouvoir faire. C'est-à-dire sans nécessairement, on peut commencer quelque chose sans nécessairement attendre ou dépendre de X, tel financeur ou autre. Aujourd'hui, voilà, ne serait-ce que vraiment les opportunités technologiques et digitaux. Pour moi, c'est juste magnifique. Après, évidemment, on a encore beaucoup de boulot à mettre en place, mais je suis plutôt confiante en fait, je suis plutôt optimiste moi, malgré tout. Ouais, je veux bien. Tu peux. J'en prie. J'ai senti quand même un regard un peu. Oui. C'est mon tour. Ouais, non, mais vraiment, pour marquer un petit peu les choses, je vais pas être long, je vais essayer d'être le plus court possible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus d'opportunités qu'on peut créer. Je parle de création d'opportunités. Auparavant, créer une société, c'était la croix et la bannière. C'est-à-dire que moi, en fait, à l'époque, je me rappelle, je voulais créer une première entité. J'ai vu que c'était tellement compliqué que j'ai créé une association. Et j'ai créé une association à but lucratif. Voilà. Parce que le but était d'être lucratif. Et ça a toujours été. Et à un moment, quand j'ai commencé à rentrer dans la vie professionnelle, très rapidement, j'ai été confronté à toutes ces barrières limitatives. Où en fait, tu te rends compte que pour certaines choses, tu arrives forcément à un plafond de verre. Où tu y arriveras. Donc là, n'ayant pas de référent et de référence, et je pense que c'est un point qui est hyper important qu'on développera un peu plus tard. Moi, mes rôle modèles étaient à la télé, c'était Passy. C'était Zidane. Ou sinon, c'était le mec du quartier qui était en face de moi, qui avait un Renault 19 cabriolet vert, bouteille, et qui était dealer. Donc en fait, les rôles modèles à la télé étaient loin. Mon rôle modèle proche, très proche, était dans mon quartier. Quel choix on avait à l'époque? C'était un choix qui était hyper limité. Pour s'en sortir, il fallait accepter d'aller, comme disait mon père, paix à son âme, courber les chines pour apprendre. Aujourd'hui, dans le domaine dans lequel je suis, aujourd'hui, je me tourne beaucoup vers tout ce qui tourne de l'industrie. Bon, on a fait informatique, mais tout ce qui tourne autour de l'industrie. Je bénéficie de la chance de pouvoir m'entourer de pairs de type caucasien qui ont une connaissance que moi, je n'ai pas. Et ils jouent le jeu parce qu'ils ont besoin de transmettre et non pas de personnes à qui transmettre. Parce que peut-être que c'est des métiers qui attiraient moins des jeunes et que en fait c'était tous tourné vers l'IT comme moi je l'avais été par opportunité, parce que je rappelle que je suis allé dans l'informatique par opportunité et je me suis rendu compte qu'il y avait une brèche dans le domaine de l'industrie. Donc j'invite tout le monde à regarder du côté de l'industrie parce que la brèche n'est pas une brèche, mais c'est plutôt un boulevard énorme. À ce point-là. Ouais, un boulevard énorme sur lequel aussi bien on a créé de la valeur et de la richesse dans le domaine de l'informatique sur ces 20-25 dernières années, on va dire fin des années 90 jusqu'à là. Aujourd'hui, avec les plans type France 2030 où on part vers la réindustrialisation de la France et toutes les politiques du management de l'innovation qui sont en cours, la brèche elle est là. Mais le plus important, c'est vraiment pour revenir à la question et y répondre, parce que j'ai dit que j'allais pas être long. Mais tu commences à être long. Et je commence à être Tu voulais long. être avocat? J'ai pensé. Ça peut être un challenge. On a plus d'opportunités aujourd'hui parce qu'on va les créer. Alors qu'auparavant, on attendait qu'elles arrivent et on les subissait. Donc aujourd'hui, il faut aller chercher les opportunités, il faut les créer. Donc forcément, la donne est différente. Ok. Merci. Je pense toujours à quelque chose.
par rapport aux discussions qu'on a maintenant sur est-ce que c'est plus facile maintenant que ça l'était avant, etc. Je vais faire une petite digression pour en revenir à ce point-là. C'est que moi, je suis intimement convaincu que, notamment dans l'entrepreneuriat, c'est la tension entre avoir une certaine forme de frustration, le fait d'avoir une petite frustration crée l'entrepreneur. La plupart des grands entrepreneurs qui ont monté des grandes boîtes, etc., quelle qu'elle soit, c'est né d'une petite frustration. Quelle qu'elle soit, mais d'une petite frustration. En revanche, trop de frustration crée le chaos. Donc c'est très difficile de poser le curseur. De poser le curseur et de créer la juste tension nécessaire entre la frustration saine, on va dire, et le chaos, parce qu'on se dit que on n'arrivera de toute façon tellement pas, parce que c'est pas fait pour nous, etc. Vous allez comprendre là où je veux en venir, c'est que à notre époque, en tout cas, à notre époque, j'ai l'impression que c'est un petit vieux là, à 70 ans. Mais pour tous ceux qui étaient aux études au début des années 2000, on va dire, où on n'avait pas encore autant cet accès à l'information continue, aux réseaux sociaux, etc. La tension de frustration, elle se limitait à ton environnement proche. Donc, tu as cette petite tension de frustration, mais c'est ton environnement proche, tu arrives plus facilement à la gérer. Là maintenant, dans l'environnement dans lequel on est, le petit jeune qui a accès à toute l'information possible, sa tension de frustration, elle est sur le monde. Et même s'il n'est pas sur le monde, moi, à mon époque, elle était sur mon environnement familial, les amis de mes parents, les personnes que j'avais à proximité à l'école, etc. Et éventuellement leurs parents. Globalement, à peu de choses près, ça s'arrêtait là. Donc, je veux dire que ma tension de frustration, elle était relativement minime. Tu vois, on pouvait tirer dessus, ça allait encore. Tu vois, entre le plus frustré que je pouvais être et le moins frustré que je pourrais être, je pouvais vivre avec. Là, maintenant, je comprends que pour les jeunes, là où c'est plus difficile, et que du coup, c'est la notion de la perception qui est importante, c'est que pour eux, la perception, c'est que c'est largement plus injuste maintenant. Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils ont accès à, on va dire, une infinité de comparables. Et donc, c'est là où je pense que, même si, j'ai pas l'étude exacte, mais je pense que factuellement, on a clairement dû évoluer positivement dans ce qui est possible de faire. En revanche, en termes de comparaison, on a le sentiment que qu'il y a de bien plus grandes injustices. Donc voilà, pour moi c'est ça ce qui est important. Il faut prendre ça en compte, je pense, dans notre analyse de ce qui est entre il y a 20 ans et maintenant. Oui. Et moi, j'ai rajouté un petit quelque chose. C'est très, moi aussi, j'aime bien. Mon frère est très intelligent. C'est le seul. Non, mais j'ai aimé ce qu'il vient de dire sur ce curseur entre frustration et envie, du coup, qui crée la motivation. Je pense qu'en plus, c'est très personnel pour chacun, parce qu'on n'a pas tous le même vécu. Donc, notre curseur, il va être placé selon la personnalité de chacun. Mais il y a une petite observation que je fais pour répondre à nouveau à ta question. Encore une fois, vu du point de vue du continent africain, la France, l'Europe, c'est un continent de vieux. Non, mais je dis les choses franchement, sans que ce soit péjoratif. En plus, chez nous, vieux n'est même pas un terme péjoratif. Mais en fait, oui. Il y a besoin qu'ici, on prenne soin de la jeunesse parce que c'est une richesse qui se raréfie. Et quand on est sur le continent, nous, on le voit quand on est en Afrique. En Afrique, il y a tellement de jeunes. Oui. Alors, ils n'ont pas le même problème dans le sens de beaucoup de problèmes, mais dans le sens de la jeunesse des forces vives. Oui. Ici, quand tu disais que tu as des pères de type caucasien qui n'ont pas pour transmettre et qui du coup veulent transmettre, eh bien, je trouve que oui, il y a un investissement majeur qui devrait être fait, encore plus qu'il n'est fait sur la jeunesse, parce que on observe aussi
que si la frustration est trop forte, il y a cette espèce de mouvement, on en parlera peut-être plus tard, de repli sur soi, de repli sur l'arrière, c'est-à-dire les générations d'avant, et de mythe de la repatriation, en disant du coup je vais aller à l'extérieur, parce que comme ça, au moins je serai, entre guillemets, chez moi, et j'aurai la place. Ça marche pas toujours comme ça, on en parlera. On va en reparler. Mais du coup, ceux qui sont en France, il y a tellement de possibilités de modèles. Il faudrait investir là-dessus, quoi. Et quand tu dis regarde avec un infini champ des possibles, oui, moi j'imagine le jeune qui est sur LinkedIn ou Instagram, qui voit des gens qui ont nos âges et qui sont ceci, cela, tel métier, tel autre, il devrait se dire c'est possible. Et c'est le but en fait quand on essaye de transmettre. Mais est-ce qu'il y en a assez? Ouais, c'est alors franchement enfin je t'en prie tous les deux. Je pense que pour moi c'est un des points essentiels aussi qui vient d'être évoqué là maintenant, c'est sur ces rôles modèles, d'où ils viennent. OK? C'est-à-dire? Alors force est de constater, OK, que dans notre communauté d'afro-descendants, OK, les rôles modèles de réussite, on va dire, financière, OK, si tu demandes à l'ensemble des jeunes d'où ils viennent, c'est les sportifs, essentiellement, et les artistes. OK? Entertainment. Ouais, l'entertainment, voilà, exactement. C'est ces deux, ces deux secteurs qui vont naturellement venir. OK? Mais parce que c'est un fait. Tu vois, c'est factuel. C'est un problème. C'est factuel. C'est pas un problème. C'est factuel, mais est-ce que c'est vrai? Alors si tu parles en réussite financière, oui, je pense que si tu additionnes tous le patrimoine des sportifs afrodescendants en France, OK, il va certainement être plus important que le patrimoine des entrepreneurs afrodescendants c'est sûr. en France. J'en suis plus sûr. Ah ouais? Je pense qu'on... Mais partage tes contacts. Je pense que... Et c'est vrai, on devrait creuser ce point-là. Mais j'en suis encore assez intimement convaincu. Tu sais quoi? Je vais te donner un simple exemple. Je vais te poser la question. Il y a pas longtemps, je donnais des conférences. Enfin, je coachais un peu des petits jeunes d'une école. J'aurais dit citez-moi 10 personnes qui ont réussi et vous aimeriez échanger leur vie, enfin votre vie avec la leur pendant une semaine. J'ai pas eu un entrepreneur. C'est vrai. J'en ai pas eu. Parce qu'ils sont pas médiatisés, c'est ça. Ils sont pas médiatisés. Alors ok, mais alors il y a une question de médiatisation. Ouais. Okay, ça, je suis d'accord. Qui est très importante quand même. Faut pas et d'exposition. C'est ça. Quand on parle de médiatisation, c'est un peu ça. La visibilité, oui. Qui est importante, je le reconnais. Mais quand bien même nous qui sommes dans dans l'écosystème entrepreneurial où on connaît quand même un certain nombre de gens, mais moi très honnêtement j'ai quand même du mal à citer plus de 15 ou 20 entrepreneurs afrodescendants, ok, qui ont entrepris, non. Il y en a beaucoup. Mais tu parles de boîtes, de ceux qui ont fait des exits, ceux qui ont fait c'est ça dont tu parles. Exactement. Qui ont vendu leur boîte, exactement, qui ont une exposition, on va dire, qui ont une exposition légitime du fait de leur réussite financière. Ouais. Ok, on va dire ça comme ça. Ouais. On va faire ça. Pour faire simple. Ah ouais, vous voulez parler depuis tout à l'heure, je la sens sur sa chaise. Ouais, mais elle est entourée là. J'ose pas, parce qu'ils sont là. Ils sont avancés sur elle. Du coup, là, mon cerveau, il va exploser. Je sais pas si je vais rester 2 heures avec vous, je sais pas si... Non, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que je pense que il y a quand même un point essentiel, c'est que souvent entre guillemets, les entrepreneurs qui ont réussi, ils se veulent discrets. Alors, je sais pas pourquoi, Ouais. à chaque fois, revivre caché. Oui, mais c'est une légende qui se sont créés tous en disant, oui, moi, tu sais, non, on n'a pas envie qu'on parle de nous. Ouais, on veut pas être vu. Non, mais on préfère être discret. Contrairement, je suis désolée, mais contrairement aux entrepreneurs qui ont réussi, qui sont blancs, par exemple, ils ont pas cette frustration. Je sais pas si c'est une frustration, je sais pas comment l'expliquer, à se montrer. En tout cas, ils sont visibles. On parle d'eux et ils aiment qu'on parle d'eux. C'est culturel.
Voilà. Oui, Ouais, c'est d'accord. très culturel, c'est très C'est culturel. culturel, mais c'est la plupart des entrepreneurs, des ceux-là, ils ont conséquences, grandi après. en France aussi. Il faut arrêter. Oui, mais on garde encore se ce truc-là, là. Oui, mais ils se créent cette. Alors que c'est un problème, parce que nous, on a besoin de les voir. Tu parlais de rôle Ah modèle. oui, non. On a besoin qu'ils soient visibles. Et Moi, puis j'ai ils ont besoin un d'eux sur rôle. mon Quand on podcast. parle de changement, quand je parlais de changement, qui vient de ces populations-là, ils ont un rôle. Oui, d'accord. Et moi, je leur dis, mais c'est pas juste pour vous, le fait de, c'est pour les autres, c'est pour les plus jeunes c'est essentiel aujourd'hui. Et ce qui nous manque, je suis désolée, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est pas ces profils-là, parce qu'il y en a, mais c'est leur capacité à se montrer, à parler, à mettre en avant leur entreprise. Et moi, je n'oppose pas les sportifs, les artistes, les entrepreneurs. Je trouve qu'on a de la chance d'avoir des sportifs qui ont réussi, des artistes qui ont réussi, et pareil, je les mets un peu dans cette bulle là, et des entrepreneurs qui ont très très bien réussi, et on a besoin d'avoir à la fois des espaces, et je pense que c'est très important ce que tu fais, Oui. vraiment, Merci. parce que c'est peut-être un premier pas, on va dire, vers le changement, en tout cas la prise de conscience que c'est important. Il y a une forme d'éducation à faire sur ces profils-là. Et pour moi, vraiment le travail, et tu fais un travail du coup très essentiel, c'est de les mettre en avant, c'est de les faire sortir de leur grotte et de leur dire, en fait, il y a des jeunes derrière vous qui galèrent, il y a des jeunes derrière vous qui savent pas ce qu'ils vont faire ou qui ont besoin de conseils, et vous avez un rôle. Et en plus, c'est que pour certains, ceux qui consomment leurs produits, leurs services, ce sont ces jeunes dans les territoires, sont les jeunes issus de la diaspora, notre communauté. Et donc, pour moi, il y a quand même un devoir. Je suis désolée, il y a un devoir. Et donc, il faut parler à ces profils-là. Il faut leur dire, à un moment donné... montrez-vous, sortez du bois. Sortez. Sortez du Ouais. bois. Mais tu sais, il faut pas sortir un petit non, mais peu, tu là. sais, on leur pose souvent une question et plusieurs fois, on m'a répondu la même chose. Et même de temps en temps, moi, je me dis ça, c'est que beaucoup se disent, j'ai pas encore atteint le niveau que je me vois atteindre Clairement. pour pouvoir m'exprimer de façon légitime. Ok. Non, mais Non, ça se dit aussi, ça existe aussi. T'es pas d'accord, à moi? Je dis, alors, mais ça. C'est un prétexte. Non, mais il faut l'accepter. Il y a certaines personnes qui se sentent pas suffisamment et se disent, non, j'ai pas envie de faire de vagues là pour l'instant. Je suis déjà à un bon niveau. Je le sais. On en est tous conscients. Mais j'ai envie d'aller 3 fois plus loin. J'ai pas envie de commencer à prendre le risque de m'exposer. Okay. Il Moi, faut je accepter veux- que certaines personnes soient. Je veux bien la vie à l'aise. d'Ibrahima, parce qu'Ibrahima, il a fait un pas en avant, 2 pas en arrière, un pas en avant sur ces sujets. Donc j'ai bien envie de voir. Là maintenant, il recommence à communiquer, on est très content. Mais je sais qu'il y a un moment, on le voyait plus, et puis il revient, et puis j'imagine que tu as beaucoup creusé la question. Énormément. J'ai énormément creusé la question parce que je me suis posé la réflexion en termes de responsabilité. Je suis très engagé sociétalement parlant. Et je me suis dit, ok, jamais je le fais pas forcément pour moi, pour dire qui je suis, ce que j'ai fait, ou que j'ai généré tant ou tant de chiffre d'affaires, etc. Mais c'était plus pour dire aux autres, c'est possible de le faire. Aujourd'hui, on a beaucoup de mise en avant d'entrepreneurs, parce qu'entrepreneuriat, c'est juste se mettre à faire quelque chose. Donc, je ne peux pas, moi, qualifier un entrepreneur ou pas. Mais dans notre communauté, on est encore aux prémices. Donc, on a beaucoup de gens qui font 5, 10, 15 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est quand même assez honorable. Mais on n'a pas beaucoup de gens qui sont dans les zones intermédiaires, type PME, type ETI. Et comme on n'a pas ça, et que on a quand même une poignée d'entrepreneurs qui y sont arrivés, j'ai mis du temps à les identifier, mais un de mes objectifs, ça a été de les cartographier. Et je me rends compte qu'effectivement, aujourd'hui, dans la diversité, il y a énormément d'entrepreneurs qui, aujourd'hui, ont réussi. Ça ne veut pas dire qu'en termes de liquidité, ils ont peut-être des moyens impressionnants, parce qu'il y a également une forme d'initiation, d'éducation en termes de gestion de patrimoine qu'on n'a pas forcément acquis. On n'a pas grandi avec ces assets-là, mais qui aujourd'hui créent de la valeur, créent de l'emploi, aussi bien dans les territoires qu'en Île-de-France. Et après, quand tu regardes, à 98%, quand tu leur parles, ok, tu fais plus d'une dizaine de millions de chiffres d'affaires, mais potentiellement, je t'ai pas vu beaucoup intervenir, ou on t'a pas identifié. Ah non, pas du tout. Mais tu te rends compte que c'est culturel. Vivre heureux, vivre caché. Mais ces personnes-là, dans leur sillon, quand ils sont amenés à tirer des personnes dans leur sillon, tu regardes très rapidement, c'est des centaines de personnes. Et là, contrairement à des entrepreneurs type caucasien, quand je parle de centaines de personnes, je parle pas d'employés. Je parle de gens de la famille. Je parle de financer des études. Je parle de
Projet en Afrique. De projets en Afrique, je parle de puits, je parle d'écoles, je parle de choses. On n'a pas les mêmes problématiques. Aujourd'hui, un Ibrahima Sissoko, quand il décide de faire une action sociétale, ben en fait, la question que je me pose principale, c'est à combien de personnes ça doit rendre service. Mais c'est une action individuelle, effectivement, faut le faire parce que c'est important pour des personnes qui ont besoin, même au niveau famille, etc. Mais jamais je dois mener une action avec le même budget, il faut que ce soit une action qui soit impactante. Et c'est le devoir de responsabilité que l'on a, nous, entrepreneurs issus de la diversité. Et c'est ce que je prône à ce type d'entrepreneurs dont je commence à me rapprocher, que je commence à connaître bien, parce qu'on a les mêmes problématiques, les mêmes réflexions. Et je les invite au passage à l'échelle. C'est, oui, tu as peut-être généré plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu as une gestion patrimoniale qui commence à être intéressante. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu es prêt à apporter pour la communauté et ne serait-ce que se dire, je vais monter vers 100, 150, 200, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu le fais pour toi, mais surtout pour les autres. Donc là, en fait, c'est des phases de passage à l'échelle. Sauf que, en termes de référents et de références au niveau de passage à l'échelle, on n'a pas autour de nous. Donc, il va falloir créer. Mais vous allez voir. Là, c'est Le regard de tueur, hein, il a fait un regard là. Je savais pas qu'on allait venir ici et recevoir tes menaces. J'aime bien aimer les 3 petits points. Après, là, Vous allez voir. On est là. 2030, 2040 ne peut pas se jouer sans la diversité, c'est impossible. Mais même aujourd'hui. L'Afrique, c'est 1,2 milliard d'habitants à l'heure actuelle. D'ici 2050, c'est 2,5 milliards d'habitants. Donc, une personne sur 4 vivra sur le continent africain. La diversité, c'est le meilleur pont avec la diaspora. Aujourd'hui, on a des assets. Aujourd'hui, on a des fonctionnements. Aujourd'hui, on a des phases d'accélération et on est le pont de ce que j'appellerais, moi, la smart data. Pas la big data, mais la smart data. On a les infos qu'il faut au bon moment et quand il le faut. On s'est fédéré. Parce que aujourd'hui, on a la partie culturelle et culturation. Le fait que, justement, on a des gens autour de nous, issus comme nous, de la diversité, qui ont réussi dans le domaine de l'entertainment, dans le domaine du sport, et qui soient présents, qui soient représentés, va nous permettre de pouvoir accélérer pour toutes les phases d'initiation et d'éducation. Ben, justement, quand tu parles de cette surreprésentation de notre communauté dans certaines activités, je pense toujours aux Chinois qui, on les connaît, entreprennent de manière organisée avec la théorie des 3 couteaux. On les voit toujours dans la restauration, dans la maroquinerie et dans la confection. Ils ont fait leur richesse là-dessus et aujourd'hui, ils commencent à se déployer dans d'autres activités, en tout cas dans la diaspora. Est-ce que nous, des Africains, de la diaspora, tu dis afrodescendants, moi je dis africain vivant en France. Afrodescendants, je sais plus les Antilles pour moi. Okay. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Est-ce que nous, on ne devrait pas aussi entreprendre de manière structurée et organisée? Et si c'est le cas, quels sont les secteurs? Est-ce que par exemple ces secteurs où on est surreprésenté là, comme ceux du divertissement, est-ce qu'il ne faut pas qu'on maîtrise toute la chaîne de valeur, par exemple? Et qu'on soit pas juste des artistes, mais qu'on soit, voilà. J'ai une position très arrêtée là-dessus. Très arrêtée. Ouais, okay. Donc je peux, comment dire, la développer, comme ça on pourra se positionner par rapport à ça. Moi, je pense qu'il faut absolument, comment dire, capitaliser sur nos forces. Okay. Nos forces factuellement aujourd'hui, c'est quoi? C'est de dire que c'est vrai qu'on est surreprésenté dans le sport, surreprésenté dans l'entertainment, ok? Donc ces gens-là, ils ont la capacité de réinvestir. Okay, ils ont cette capacité de pouvoir réinvestir. Et c'est même sain et c'est naturel de devoir le faire. Okay, donc, il faut compter sur eux, okay, pour réinvestir une partie de leur argent, mais non pas de façon comment dire, philanthropique. C'est pas un don, c'est pas un prêt, c'est pas un... Non, de façon intelligente dans justement des entrepreneurs issus de ces diversités-là. Je pense que c'est un des points, mais qui est essentiel. Et si on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, parce que de temps en temps, il ne faut juste pas être monocentré sur ce qu'on vit ici. Je pense que
la plupart des artistes ou des sportifs américains, ont eu à un certain moment donné une très forte éducation sur qu'est-ce que je fais de mon argent. Et souvent, la plupart, une grosse partie de leurs revenus, ils ne les tirent plus de leur sport ou de leur activité d'artiste, mais ils les tirent des investissements qu'ils ont faits. Pour pas citer le premier de tous ceux qui ont fait ça, mais un Jay-Z, par exemple, je pense que c'est pas ses revenus, c'est pas ses royalties qui lui payent son lifestyle actuel. Clairement pas. Donc, il a fait à un moment donné des choix sensés. Et en plus, dans les communautés qu'il connaissait, pour pouvoir mettre son argent au travail. Alors, ma question est différente. Ma question, c'est surtout de savoir, tu vois, justement, là, toi, ce que tu dis, c'est, ils ont fait de l'argent, tous, et nous qui entreprenons, on doit bénéficier de toute cette force capitalistique. Oui, mais pas juste bénéficier parce que on est de la même couleur de peau. Oui, bien sûr. Non, c'est bien compris. Mais moi, ma question, c'était plus, est-ce qu'on doit pas se dire qu'on est fort là-dedans et on doit orienter toutes nos forces là-dedans. C'est-à-dire que lorsqu'on entreprend, est-ce que les petits jeunes, on leur dit arrête d'aller ouvrir des grecs ou arrête d'aller... Non, va ouvrir... tu vois ? Oui, mais juste un point, parce qu'on parle de surreprésentation dans ces secteurs-là. Moi, je suis pas sûr qu'on soit surreprésenté. C'est pas parce qu'on voit une équipe de France où il y a... Non, t'as raison. Ouais. Quand on regarde le sport de manière générale, on n'est pas surreprésenté. Donc, au contraire, je pense qu'il faut qu'on arrive à être encore un peu plus présent dans d'autres sports. Tu trouves qu'on n'est pas surreprésenté ? En fait, elle a raison. Si on regarde, non, mais vraiment, je pense que t'as raison. Si on regarde au niveau du sport en général, tu as pas combien de sportifs, natation, par exemple. Ou on parle des sports où il y a de l'argent. On parle pas des sports où il n'y a pas d'argent. Attention, il y a de l'argent. Non, mais t'as tout à fait raison, et c'est là-dessus que je voulais rebondir. C'est intéressant. T'as tout à fait raison. Juste un dernier point je te laisse on n'est pas surreprésenté, et puis il faut faire attention aux mots qu'on utilise, parce que je trouve que on a tendance, et puis ça c'est souvent des gens de notre communauté entre guillemets, de rentrer dans les stéréotypes, tu vois, en disant les noirs ils font du sport, ils font du foot, les noirs ce sont des rappeurs, des artistes. Oui, c'est un peu ce discours-là. Tu penses que c'est faux ça ? Non, clairement pas. Mais c'est pas faux. Je dis pas que ce sont des, mais. Oui, mais c'est pas, faut pas nous limiter. Non, on limite pas. Mais quand tu prends le top du hit parade, je sais pas si ça existe encore le hit parade. Là, on voit que t'es vieux. T'as compris, j'ai parlé de... Vous avez compris, top 50. Mais quand tu vois le top, par exemple, et tu vois, tu prends les 10 artistes qui vendent le plus aujourd'hui en France. On va prendre que... regarde bien, je suis pas sûr. Tu vas avoir Gims, tu vas avoir Aya Nakamura, et tu vas avoir beaucoup de Congolais. Aya Nakamura, c'est tout récent, hein. Ouais, c'est récent. Moi, je parle de l'actualité, quoi. Ouais. On va être majoritairement représentés. Je pense pas, non. Non, mais en fait, en réalité, vous dites la même chose. C'est juste en réalité, on dit la même chose. La réalité est que c'est pas une question de. N'oubliez pas le postulat de base que j'avais posé au tout départ. Hein. Le talent, il est équitablement réparti dans la population. Ok. Donc en théorie, ok, et il devrait avoir autant une proportion équivalente de nos noirs français dans la chanson, chef d'entreprise, etc. Ok. En revanche, il y en a plus dans cette voie-là parce qu'il y a plus eu de rôle modèle dans cette voie-là. Ok. C'est aussi simple que ça. Peut-être. Donc on se dit, ok, sachant qu'il y en a eu plus dans cette voie-là et qu'il y a eu plus de rôle modèle, on va tenter de rééquilibrer les choses. Ok. Donc il y a eu du succès par cette voie-là. Il faut montrer que les autres succès sont autant, si pas plus. Franchement, je pense, moi, à mon enfant aujourd'hui, ok, si je veux faire une bête stat, ok, je lui dirais, mon fils, t'aimes bien le foot, mais la probabilité que tu gagnes bien ta vie un jour sera plus forte en étant cadre dirigeant, en étant entrepreneur, qu'en étant joueur professionnel. Ouais. Ok. Donc, en réalité, et là où on peut leur tirer le chapeau, c'est que franchement, ces gens-là, on peut leur laisser le mérite parce que c'était one out of a million. Okay. Ouais, donc grave. Là, clairement. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Okay. En tout cas, il y en a beaucoup facialement. En proportion, après, on peut discuter de toutes les choses. Mais facialement, facialement, il y en a beaucoup. Oui. Donc, le problème est que à tous ces jeunes, ce qu'ils voient, eux, c'est le facialement. Ils vont pas aller faire des stats sur l'ensemble de la population. Oui, mais notre rôle à nous, c'est justement d'élargir et de faire un constat un peu plus macro. Et pas, parce que je pense qu'il faut faire attention à l'image qu'on dégage, justement. Mais pour ça, laisse-moi terminer juste ce point qui est vraiment important. Parce que, pour ça, je pense que du coup,
il faut absolument qu'il y ait des entrepreneurs emblématiques. Exactement. Ok. On revient. Oui, mais non, mais la notion de emblématique est super importante. Elle est très importante. Je veux dire, combien il y a de joueurs de foot qui vivotent? Il y en a, j'ai envie de dire, c'est l'immense majorité. Ok. Si on va faire ça, c'est l'immense majorité. Combien il y a d'entrepreneurs qui vivotent? Je pense aussi que c'est l'immense majorité. Mais il y en a quelques-uns qui sortent du lot de façon très forte. Okay. Et ces quelques-uns qui sortent du lot de façon très forte, en France ou en Europe de façon générale, il y en a pas suffisamment qui soient des Africains, des Arabes ou d'autres types d'origines diverses et variées. Il n'y en a pas suffisamment. Mais pas pour des raisons qui sont pas capables. C'est juste que comme on dit, garbage in, garbage out. Si t'en as pas suffisamment à l'entrée, t'en auras pas à la sortie. Ok? Donc, si t'as pas eu suffisamment de rôle modèles qui te disent c'est vers là que je veux aller, eh ben, naturellement, tu vas pas avoir suffisamment de personnes qui vont aller vers cette voie-là. Et donc, par défaut, t'en auras pas suffisamment qui vont réussir. C'est juste une question de nombre. On est d'accord. Alors, avant que vous réagissiez, moi, je vais juste recentrer par rapport à ma question. Donc, je reprends ma question. Je reprends ma question qui consistait à dire, on voit les Chinois entreprendre de manière organisée dans des secteurs organisés, presque choisis et planifiés finalement même. Ça, c'est le bon mot. Orchestré, exactement. Et on sait que nous, la communauté, on n'entreprend pas de cette manière. Et moi, ma réflexion, c'est de me dire, on est très présent dans l'industrie du divertissement, mais on est très présent souvent en tant qu'artiste ou en tant que sportif. Il y a toute une chaîne de valeur dans cette industrie. Je donnais cet exemple de derrière chaque rappeur, il y a un homme blanc qui prend du cash, c'est ce qu'a dit Fari. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un homme noir qui soit manager, qui soit, je sais pas, ingénieur du son, qui est toute la chaîne de valeur pour qu'on prenne le contrôle, entre guillemets, de cette industrie, comme le font les Chinois, comme le font un peu les Tamouls. Je sais pas si vous voyez les Tamouls en France, nous on les a vus arriver, mais ils sont moins nombreux que nous, c'est sûr, c'est plus facile de les organiser, mais voilà. À vous la parole. Je sais que Ibrahim m'a pas beaucoup parlé depuis tout à l'heure. Ah oui. Moi, j'ai une question par rapport à cette question que tu viens de poser. Soyons précis. Si on met à part le sport et la musique, l'entertainment, on va dire, est-ce que quelqu'un peut me dire quels sont les secteurs dans lesquels on aurait des prédispositions communautaires? Je parle pas de prédisposition. Non, parce que en fait, on est en train de dire pourquoi est-ce qu'on ne va que là? Et tu as dit tout à l'heure, il faut travailler sur nos points forts avec une base. Ouais. Donc j'aimerais savoir, est-ce que c'est pas une question piège, hein. C'est qu'est-ce qu'on peut identifier comme secteur qui serait plus dans la fibre de la communauté. Okay. Alors je vais juste reformuler ce que j'ai dit pour que ce soit très clair. Ok. Il y a aucune prédisposition, on va dire innée. Ok. Bien sûr. On est bien d'accord que ce sont des contraintes sociétales ou sociales qui ont fait qu'il y a plus de gens qu'il y a plus de personnes de certains types dans certains secteurs. Point. C'est juste un fait. C'est factuel et il n'y a pas de prédisposition. Okay. T'as autant de chances quand tu nais d'être un bon rappeur ou d'être un bon footballeur ou d'être un bon ingénieur ou d'être un bon. Okay. Ouais. Mais il fait que t'as des angles qui t'ont à un moment donné orienté plus vers ces choses-là. Et une des façons de t'orienter, c'est la notion de rôle modèle. Ok ? C'est tout. Moi, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit, que j'ai dit, excuse-moi, parce que j'ai repris, qui est important, c'est, on a parlé des Chinois dans l'organisation. Moi, j'ai parlé d'orchestration. Et en fait, quand tu décides d'orchestrer et que tu as une visibilité, tu donnes le pouvoir d'avoir une visibilité sur plusieurs années, tu te poses, tu regardes, tu dis quelles sont les prochaines étapes. 2025, 2030, 2040. Et là, tu planifies. Qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? Tu commences toujours par la fin. Voilà le résultat que j'aimerais avoir. Et par rapport à ce résultat-là, comment je fais pour avoir ce type de résultat? Qu'est-ce que je mets en œuvre pour pouvoir y arriver? En parallèle, il y a des secteurs effectivement où on va performer, qui ne sont pas liés à l'entertainment, qui ne sont pas liés au sport.
Et c'est des secteurs qui aujourd'hui sont à très forte valeur ajoutée parce que ce sont les seuls secteurs où en fait on peut apporter de la disruption. L'énergie. L'énergie, on est sur le continent africain. Le continent qui est le continent de la terre-mer. Le continent qui produit l'essentiel de l'énergie, toute énergie confondue, la plus importante au monde. Eh ben effectivement, il va falloir en profiter, ce qui ne veut pas dire qu'on va prendre les ressources qu'on a en Afrique, mais que l'Afrique va produire des ingénieurs dans ces différents domaines-là. Et qu'il va falloir qu'on se mette derrière des capitaines d'industrie. Accepter, nous, dans notre communauté, de dire on va en pousser un. Pas 100, pas 150, pas 300. Mais si on se met derrière une personne et qu'on la pousse, on ne peut pas échouer. C'est pas possible. Et l'énergie, il y a également IT, blockchain. Je mets les deux. Pourquoi ? Parce que la blockchain toute seule ne veut rien dire. L'informatique tout seul, aujourd'hui, a déjà été fait et aujourd'hui est conquis. Par contre, là où on a d'énormes perspectives qui ne sont même pas calculables, c'est tout ce qui tourne autour de la blockchain et du Web3. Ça, il faut en être conscient. Et enfin, environnement de développement durable. Quand on regarde les ODD, Objectifs de développement durable, il y en a 17. Si ne serait-ce que des groupes de personnes type think tank se posent de notre communauté en regardant les différentes possibilités qu'il y a, ne serait-ce qu'en termes d'électrification du continent, ou le fait de pouvoir amener de l'eau, par quels moyens, ou de la désalination, il y a des perspectives qui sont énormes. Là, je suis resté sur 3 secteurs d'activité. Mais chose importante également, c'est la structuration. On a des champs d'activité complémentaires et transverses. Il nous faut des financiers. Tanguy, ce que j'aime bien avec Tanguy, c'est qu'il est au courant presque de tous mes secrets. Presque. Parce que souvent, je fais appel à lui pour avoir des gens de la communauté qui ont des compétences spécifiques que je recherche pour mener des opérations assez délicates, complexes, à forte valeur ajoutée. Et on est en train de constituer des forces vives sur des domaines d'activité transverses. Il nous faut des juristes. Il nous faut des gens qui ont déjà fait des opérations de fusion-acquisition de plusieurs centaines de millions d'euros, voire de milliards. Clairement, aujourd'hui, parce que comme je dis tout le temps, il y a Ibrahima Soko, mais derrière, il y a un iceberg. Et en fait, merci mes spartiates. L'iceberg s'est manifesté. Les icebergs, c'est qu'aujourd'hui, clairement, on a des ambitions importantes pour les communautés et de se dire qu'on va pouvoir être capable de pouvoir fédérer des forces vives et de se mettre derrière un ou des capitaines d'industrie pour les permettre de se développer sur ces secteurs-là à très forte valeur ajoutée dans le but justement de pouvoir créer de la valeur et créer, aujourd'hui je ne parle pas de centaines d'emplois, je parle de plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'emplois, aussi bien sur le territoire français, sur le territoire national, qu'à l'international. Et forcément, de plus en plus on commence à regarder à l'international, et à l'international on nous écoute. Mais nul n'est prophète chez lui. Ça, quand on le sait, on avance beaucoup mieux. Donc, l'État, oui, mais la responsabilité sociétale que l'on a déjà, nous, commence déjà à être importante. Ne pas se réduire à se dire « Ah, moi, je n'ai pas la compétence ». Tu n'as pas la compétence, mais tu as la force vive, tu as l'énergie. On ne fonctionne que par l'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ok, donc énergie, développement durable et environnement. Et environnement. Et le troisième, c'était Web3 blockchain. Exactement. Donc ça, c'est un peu ce que toi, tu vois. Après, on va parler de l'international juste après. Mais il y a pas l'IA dedans et tout ça. Pour moi, l'IA, ça va avec. Ouais. Tout ce qui est Web3, c'est un peu parti, non, c'est encore différent. C'est encore différent, mais la disruption qu'il y a aujourd'hui liée à l'IA est liée à la donnée, à la gestion de la donnée. Il y a intelligence artificielle pour parler à tout le monde. Ouais, intelligence artificielle. Et liée à la donnée, à la gestion de la donnée, et sur aujourd'hui de l'IA générative.
capable à un certain point. Mais là où en fait on va vraiment pouvoir marquer les esprits, il va y avoir une grosse disruption, c'est vraiment au niveau de la blockchain. Aujourd'hui, on parle de blockchain uniquement à travers la traçabilité. Moi, maintenant, je parlais de blockchain à travers l'infrastructure. Et tout type d'infrastructure qui utilisera de la blockchain, même à faible niveau, va permettre de pouvoir créer des emplois et pouvoir amener d'autres types de ressources et aller beaucoup plus vite. Là, aujourd'hui, il faut viser plus IA, c'est trop tard parce que d'autres sont dessus. Mais si nous, au niveau de notre communauté, on veut viser quelque chose, il faut viser le quantique. Il a assommé tout le monde. Alors, est-ce que vous avez d'autres éléments à ajouter sur ce sujet-là de l'entrepreneuriat organisé en communauté? Alors déjà, je suis d'accord sur les opportunités qui sont présentes, qui sont à saisir. Donc ça, on va pas revenir dessus. Je pense qu'il y a énormément, on le voit au quotidien, il y a énormément de choses à prendre. Après, sur la partie organisée, la partie organisée de la communauté, ça, pour moi, il y a un très très gros travail à faire. Je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et je pense, je répète, c'est vrai que je me répète beaucoup, mais là, c'est important. Je pense qu'il faut sensibiliser les profils qui sont en capacité d'investir à l'intérêt de travailler et d'investir dans ces profils-là, dans les talents, dans tout ce qui a été dit. C'est très très important parce que à un moment donné, on a besoin de ressources. C'est une entreprise finalement. Hein. On a besoin de ressources humaines, financières, autres. Et donc du coup, on a besoin de cet argent-là. Et cet argent, il doit mieux circuler. Aujourd'hui, pour moi, il circule pas assez bien en tout cas. Et donc du coup, il y a ce manque qui se perd. Et il y a beaucoup malheureusement d'entrepreneurs, finalement, qui passent pas un cap. Parce que à un moment donné, ils n'arrivent pas à trouver les financeurs. Et puis, on va pas se mentir, les financeurs se rapprochent de ceux qui leur ressemblent. Et donc, nous, aujourd'hui, on doit aller créer ces profils d'investisseurs. Moi, je pense que le travail qu'on a à faire, c'est là. Après, les opportunités, le talent, il n'y a pas de problème. Ils sont là, on a vraiment la capacité d'aller. En plus, on a un potentiel parce qu'on a une double culture. On connaît maintenant l'Afrique, on connaît les opportunités qui sont existantes là-bas. Mais il nous manque cette synergie entre les différents acteurs, on va dire. Et quelqu'un tout à l'heure qui n'est pas autour de la table parlait de la confiance qu'on doit créer. Et donc la question que je pose en fait, c'est comment on arrive à créer cette confiance. Est-ce que c'est justement à travers des outils comme celui-ci? Est-ce qu'on travaille sur des événements, des fédérations, je ne sais pas, sur la diaspora? Est-ce qu'on je ne sais pas, on va informer, sensibiliser ces futurs investisseurs, potentiels investisseurs de l'intérêt? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est un peu une question ouverte. Il y a un point essentiel. Bon, alors, je peux pas aller plus dans le sens de ce que tu viens de dire. Je suis 100% aligné avec ce que je viens de dire sur le fait que c'est une ressource et que le financier est une ressource comme tous les autres dont on a besoin. Je rajouterai encore un point très important. La période la plus risquée pour une boîte, c'est le début. Okay, ces 3 premières années, c'est la période la plus risquée pour une boîte. Okay, et dans ces moments-là, c'est les moments justement où notre décision de vouloir investir, elle ne se fait pas sur du matériel, mais surtout sur des choses de l'ordre du ressenti. Okay, parce qu'on mise fondamentalement sur une équipe. Okay, et donc, je veux juste justifier le fait que c'est vrai que les gens investissent dans des gens qui leur ressemblent. Okay, ça ne s'appelle pas être raciste, ça s'appelle juste avoir des biais mentaux. Okay, ce que tout le monde Nathalie est pas d'accord. Non, je viens. J'arrive. Non, mais malheureusement, c'est un fait. Tu vois, je veux dire, au début de la vie d'une entreprise, c'est tellement compliqué et il y a tellement de risques, tu essaies de te raccrocher à ce que tu connais. Et ce que tu connais, c'est quoi? C'est soit les gens avec qui tu as été à l'école, c'est soit les amis de tes parents, c'est l'environnement avec lequel tu es familier, c'est une personne qui t'a été recommandée, c'est ces choses-là. Okay, quand tu sais, moi, il y a une stat qui m'a complètement subjugué à un moment donné, c'est que plus de 95% des investissements qui étaient faits par un venture capitaliste étaient faits suite à la recommandation de quelqu'un de son secteur, de son environnement. Okay, une fois qu'on t'a dit ça, t'as tout compris. Okay, donc, si c'est tellement important pour nous de fédérer des entrepreneurs qui ressemblent, de fédérer des investisseurs qui ressemblent aux entrepreneurs, et surtout de les éduquer, non pas comme des enfants, mais sur la possibilité
et l'intérêt d'investir, eh ben, évidemment, c'est notre devoir de le faire. Okay, donc, nous, en tant que, je vais à notre échelle, sommes-nous tous ici autour de la table, où on est des professionnels de notre secteur, quel qu'il soit, c'est notre travail, c'est notre devoir de le faire. Et j'ai envie de dire pro bono, pour reprendre un terme juridique, c'est d'éducation des personnes qui ont été successful dans un secteur d'activité qui est totalement séparé de l'investissement. C'est normal qu'ils le font pas parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Okay, après, il faut aussi une ouverture d'esprit de ces personnes-là. Okay, et l'ouverture d'esprit, et c'est là où la notion de confiance elle est importante, c'est que pour avoir accès à ces personnes-là, comme on dit, c'est par réseau, c'est par personne qui connaît quelqu'un. Et c'est là où la confiance intervient. Okay, donc ça, c'est normal, mais c'est notre boulot d'éduquer les gens sur ce qu'il est possible de faire. Mais on n'y coupera pas. Sans ça, on n'y arrivera pas. Et dernier petit point par rapport à ça. Pour répondre à ma question directement. Ouais. Ouais, je sais qu'on fait beaucoup de digressions, mais c'est que le sujet est tellement passionnant que je ne peux m'empêcher. Mais il y a un point qui est vraiment essentiel, en tout cas de mon point de vue, c'est que la communauté, okay, n'est pas une fin en soi, c'est une façon de faire entendre sa voix. Okay, donc, tout ce qui est de l'ordre du communautarisme, pour moi, n'a aucun intérêt. Okay, en revanche, fédérer une communauté forte, c'est essentiel parce que ça permet de faire entendre sa voix. Pour moi, cette nuance est très importante parce qu'elle fait vraiment la balance entre du communautarisme et un aspect communautaire. Oui, c'est tout à fait juste. Et c'est fondamental. Je veux qu'il y ait Nathalie aucun débat peut être d'accord avec tout ça. En fait, Nathalie, elle est tout à fait d'accord avec ça. Donc, finalement, il a abordé des points que j'allais aborder. Je rappelle... Oh, c'est pas grave, je peux parler quand même. J'ai quelque chose à dire. C'est une avocate. Bon, je rappelle que Nathalie, elle est métisse et qu'elle a grandi dans une famille vraiment française, caucasienne, et puis que maintenant elle vit beaucoup en Afrique. Donc Nathalie, elle aime bien ce côté un petit peu passe-partout. Et Nathalie, elle est un peu gênée. Je parle de moi à la troisième personne. Fabrice se posait la question justement. Et du coup, oui, moi j'ai toujours eu ce débat avec Tanguy dès le début. Je lui dis mais Black Network, oui, mais est-ce que c'est pas un peu voilà ce que tu as dit, la différence entre fédérer une communauté et faire du communautarisme. On la retrouve justement dans d'autres populations, d'autres communautés. J'ai pas cité, mais il y a cette espèce de volonté d'être devant le côté conquérant de la communauté et puis le côté juste être ensemble et s'asseoir et progresser ensemble parce que l'un nourrit l'autre. D'accord ? Donc, comme il a déjà abordé certains points, moi, je voulais juste terminer en disant que ta question, c'était est-ce qu'il faut comme les Chinois, s'organiser, Ouais. tu as dit orchestrer, dans certains types d'activités. Et c'est volontairement que j'ai posé la question, est-ce qu'on a des prédispositions pour des activités ? Au final, je crois que ce qu'il a dit aussi tout à l'heure, je sais plus lequel, ce que tu fais, c'est essentiel. Vraiment, mais et puis je l'ai dit, j'ai déjà été surprise par le niveau et la qualité des questions qui sont posées. Si on avait eu ça à notre époque, on serait déjà avec des compétences plus diversifiées, des gens qui ont plus pensé leur avenir professionnel et la manière dont ils veulent exercer leurs talents. Qui sont répartis, comme tu l'as dit, un peu chez tout le monde. Donc, je voulais aborder le sujet oui, c'est vrai, vous êtes beaucoup sur l'investissement, le financier, mais les ressources humaines, comme tu as dit. C'est-à-dire le fait au départ, bien sûr qu'il y a une prise de risque financière, mais il y a aussi la ressource des gens qui vont t'accompagner. C'est le plus important. Et là, si on prend le côté communauté, communautaire, ou en tout cas si on prend ce côté-là, il y a plein de secteurs où on manque de compétences parce qu'il n'y a pas des gens qui ont eu la curiosité d'aller se former à des métiers comme ceux-là. Donc
il y a beaucoup de place. Il faut rester sur cette notion d'éduquer les esprits, etc. C'est vrai qu'on aimerait être guidé peut-être par des gens comme vous qui pourraient dire pour nous jeunes. Moi, je parle par exemple pour mes enfants. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise, il y a des secteurs qui sont là, parce que moi, je vais penser automatiquement aux secteurs que je connais. Voilà. Et il y a des gens qui font aussi, pour les ressources humaines, quelque chose de très important. Et j'ai aussi du mal à comprendre comment il fonctionne bien. Pourtant, je le connais bien, Didier à côté. Ouais. Afrique Search, on a des cabinets de recrutement qui se revendiquent comme étant quand même avec des talents issus de la communauté, d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas comment ça s'articule avec le droit du travail, parce qu'on n'est pas censé discriminer. Moi, j'aime à dire que, voilà, je pense que la ressource humaine, elle ne peut pas être pensée de manière communautaire. J'ai un peu de mal avec ça parce que sinon vous allez vous fermer la porte ou vous allez prendre des gens. Alors on revient à cette histoire de quotas qui peut-être vont. Ce que j'aime bien dire en Afrique, c'est si tu me rends pas, enfin il faut pas se rendre service. Faut pas rendre service à quelqu'un en fait. Il faut que le service soit mutuel. Bien sûr, bien sûr. Donc je sais pas comment tu fais. Ouais. Oui. Moi je vais me permettre de voir le problème un peu différemment. C'est qu'on a peut-être pour orchestrer, moi je suis un orchestrateur, pour avoir, on a peut-être, comment dirais-je, eu plus de difficultés à pouvoir infiltrer, et c'est bon mot, je pense, certains secteurs. Peut-être à cause de certaines barrières, des barrières financières, des barrières d'accessibilité. Et moi, un de mes buts dans l'orchestration, justement, parce qu'en fait, il faut penser global, hein, quand je parle de 2025, 2030, 2040, c'est pas que les aspects investissements financiers ou c'est un peu plus loin, c'est vraiment, parce que je suis d'accord sur une chose, c'est que c'est l'argent qui fait l'homme, et c'est l'homme qui fait l'argent. Lapsus. Mais ça, on va le mettre sur les réseaux, ça. Mais vraiment, c'est l'homme qui fait l'argent, et c'est pas l'argent qui fait l'homme. C'est pour ça que, sur certaines choses, je suis d'accord avec toi, c'est uniquement se baser sur les hommes. Et donc, il faut les éduquer. Il y a certains secteurs. Auparavant, par exemple, dans le domaine de l'informatique, un testeur logiciel, je prends un exemple que je connais, auquel j'ai participé. Testeur logiciel, il fallait avoir un bac plus 5. Et il fallait avoir fait un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on a créé des formations sur 3 mois qui permettent à des personnes non initiées, qui ont été chauffeurs VTC. Je te parle de ce qu'on a fait. Ouais. Serrurier, serrurier, commis de cuisine. Même le dernier, c'était homme de ménage. Et Tanguy en est témoin. Ils sont transformés en testeurs de logiciels qui aujourd'hui ont des revenus supérieurs à 4 300 € net et surtout sont très bons dans leur domaine. Ça, c'est pour la partie test logiciel. Je voulais aller encore plus loin. Je me suis dit, puisque aujourd'hui je me tourne vers l'industrie, il me faut un main-d'œuvre pour. Et donc, il me faut des experts, il faut des spécialistes. Comment faire pour pouvoir justement infiltrer, pour faire en sorte que des personnes de la diversité qui n'ont peut-être pas les diplômes, qui ne pouvaient peut-être pas, par certaines barrières, rentrer dans ce secteur-là, puissent y rentrer. Comme c'est des secteurs qui sont beaucoup numérisés, ils utilisent des outils de modélisation. Là, je donne vraiment ça s'appelle du PLM. Je vais pas citer l'éditeur de PLM, mais c'est l'éditeur le plus important en France. Et donc, en fait, sans cet éditeur, sans cet outil qui permet justement de modéliser, de concevoir certaines choses dans le domaine de l'industrie, ce n'est pas possible de le faire. Parce qu'auparavant, il fallait utiliser cet outil-là, il fallait ensuite modéliser, il fallait ensuite usiner, il fallait tester. Cet outil, aujourd'hui, permet de gagner aux alentours entre 12 et 14 mois quand on l'utilise. Et ces personnes-là qui n'ont pas forcément d'appétence, quand ils rentrent dans ce domaine-là, à partir du moment où ils arrivent à maîtriser l'outil informatique, et ben derrière, la connaissance au niveau de l'industrie, elle déroule toute seule. Donc, on a mis en place un programme de formation qui permet à ces personnes-là, pour 3 mois, de pouvoir rentrer dans ce domaine-là, et après, on va les orienter vers l'aéronautique, l'automobile et l'aérospatiale. L'aérospatiale, ouais. Parce qu'en fait, on n'a pas peur, on n'a plus peur maintenant. Et 2025, 2030, 2040. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas une menace. Hein. On a déjà gagné la guerre. Le game est déjà plié. Donc maintenant, en fait, il faut juste se donner les moyens et donner l'espoir. L'espoir, c'est-à-dire que dire aux jeunes, projetez-vous. C'est oui, les générations auparavant n'ont pas pu. Oui, c'est peut-être encore un peu compliqué, mais si
vous arrivez à vous projeter et dessiner un plan, le plan ne se passera jamais comme prévu, c'est pas possible. Mais par contre, plus vous allez dessiner un plan ambitieux, plus vous arriverez à atteindre un plan ambitieux. Et s'entourer des bonnes personnes, fédérer et accepter aussi également quelque chose de hyper important. Moi, comme je dis tout le temps, je ne suis pas un numéro 1, mais je suis le meilleur numéro 2. Et parce que je suis meilleur numéro 2, j'irai chercher le numéro 1 qu'il faut. Et après, il me faut des numéros 3, des numéros 4, des numéros 5. Il me faut un défenseur, il me faut un gardien. Et jamais quand tu arrives à trouver tout ça et que tu as la bonne équipe, tu peux jouer plusieurs matchs. Il faut des compétences transverses. Et là où on pêche, eh ben, faut pas hésiter à monter peut-être des fondations et de se dire que, là, aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est des experts dans le domaine de la finance, des experts en levée de fonds, des experts en création d'outils financiers, des gens qui vont comprendre des problématiques sociétales pour faire un peu de lobbying, qui vont faire de l'influence, qui vont faire de la réglementation, d'écriture de loi, des personnes qui seront plus dans le domaine politique, pourquoi pas, même si la politique, ce n'est pas mon dada, ça ne me regarde pas. Mais en fait, où est-ce qu'il nous manque des compétences transverses? S'il y en a, il faut les cartographier, les unir, les réunir, leur amener, bien évidemment, une contrepartie financière qui soit importante, mais également un variable, et leur dire, là, aujourd'hui, on part sur ce type de fees-là, mais partons également sur du success fees. Parce que cette réussite-là, c'est notre réussite. Il nous faut des capitaines d'industrie. On peut tourner autour de la table, mais tant qu'on n'aura pas des capitaines d'industrie, des Xavier Niel qui vont générer plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça ne fonctionnera pas. On ne veut pas de la réussite à demi-teinte. Quelqu'un qui a fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, je suis désolé, ce n'est pas un rôle modèle. Non, je suis désolé. Ah ouais, pas d'accord. Là, mais pas d'accord. Je la sentais dans les starting blocks. J'étais d'accord avec lui jusqu'à présent. Il a dit la phrase qu'il fallait pas. Je savais. Juste pour finir, c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait entre nous de confiance, moi, je veux parler de track record. La confiance, ok, il en faut et on peut en établir. Le track record, c'est sans équivoque. C'est les réalisations que la personne a eues dans le passé. Ah, oui. Exactement. Alors, je veux juste faire une petite parenthèse quand même. Pour moi, c'est très important ce que je dis, mais le track record, c'est comme l'expérience. Okay. Oui. Donc, à un moment donné, tu peux pas, tu dois l'acquérir. Okay. Oui. Donc là, c'est là où la notion de confiance est très importante. Oui. Si à un moment donné, tu paries sur quelqu'un, okay, et tu vas pouvoir te tromper de temps en temps. Moi, mon boulot, c'est de me tromper. La majorité du temps, je me trompe. Non, parce qu'Awa voulait prendre la parole et on est en train de parler d'autre chose. Non, mais c'est pour ça que je dis, parce que souvent on parle de track record et pour justifier le fait qu'on ne donne pas la chance à quelqu'un. Ouais. Ok. Moi, je ne veux surtout pas que on se serve du track record ou de l'expérience pour justifier le fait que l'on donne pas la chance à quelqu'un. C'est la seule parenthèse que je voulais faire. Est-ce que je peux rebondir? Oh là là, je sais pas. Autour de toi. Ouais. Vas-y. Donc là, ok. Juste pour dire que si jamais je parle de track record, c'est que vous allez voir un financier, vous allez voir des partenaires. Qu'est-ce que vous avez fait auparavant? Si ton track record est moyen, tu auras des partenaires moyens. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir des partenaires moyens. Je prends un exemple. Avec Fawzia Nadja de chez Namix, on aurait pu voir n'importe quel autre designer. On est parti taper à la porte de Pininfarina. Et on a choisi Pininfarina. Qui design les Ferrari. Exactement, c'était plus cher. Aussi mais en Peugeot. fait, Peugeot aussi. c'est vrai que Merci de rééquilibrer le... Mais on ne pouvait pas taper en dessous. C'est l'excellence ou rien. Et en fait, tant qu'on réfléchira comme ça, on pourra aller au plus haut niveau et permettre de fédérer. Il faut pas 10 exemples, enfin s'il en faudra, excusez-moi, mais dans un premier temps, commençons par 1, par 2, par 3. Et là... qu'est-ce que tu voulais dire? Non, moi je suis globalement d'accord avec ce qu'il a dit, mais ce qui m'a peut-être un peu gêné, c'est ce côté où 10 millions, c'est pas assez. où il donne une ambition au côté rôle modèle. Je vous donne un exemple concret. J'étais une fois dans mon salon, et j'étais avec ma nièce à côté. Du coup, j'avais une pub donc sur LinkedIn qui passait, donc j'étais dans cette pub. Ok. Et en fait, du coup, j'ai vu la réaction de ma nièce, qui pour moi, en réalité, c'est pas incroyable. Voilà, j'ai vu une pub, c'est super. Mais du coup, j'ai vu la réaction de ma nièce, qui était vraiment impressionnée.
Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que Il moi, suffit plus de peu de jeune, choses, c'est ça que tu veux dire. oui, Ça aurait moi, été, plus jeune, c'est vrai que j'avais énorme. pas ça. Ouais. Et en fait, je me dis, comprends. waouh, incroyable. comprends. C'est-à-dire que je sais que elle a Ça l'a 7 marqué. ans aujourd'hui. Ouais, ça l'a Et marqué. peut-être que à 20 ans, 15 ans, elle se dira, bah, si je veux faire de la télé, bah, pourquoi pas. Parce que possible. ma tante, elle Ouais, était, bien sûr. elle était dans une pub. Donc, je pense qu'il faut pas mettre, et ça, c'est un peu notre défaut. On a tendance à vouloir Quand il toujours fait par l'argent. trop montrer, alors qu'on voit les autres communautés qui finalement, avec pas grand chose, ils se disent exemple, rôle modèle, ils se disent investisseurs, ils se disent. Donc je dis pas qu'il faut pas voir l'excellence. Moi, je suis d'accord. L'excellence, c'est la base. essentiel, c'est la base. Mais ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes. Et je pense que nous, on vient quand même d'assez loin. Beaucoup de barrières, en plus encore aujourd'hui. Et donc du coup, quand on a des réussites et quand on a, C'est ça, il faut pas avoir le complexe. oui, voilà, il faut accepter ses réussites. Et toi, t'es une belle réussite. Et pour moi, t'es un rôle modèle. Même si, bon, voilà, on pourrait te qualifier de rôle modèle parmi tes critères. Mais parmi mes critères, ça fait longtemps que t'es un rôle modèle. Tanguy, t'es un rôle modèle. Vous êtes des rôles modèles. Et donc, du coup, je pense que c'est important de pas se mettre cette pression-là. On a tendance, nous aussi, tu vois, trop être difficile avec nous-mêmes. Donc moi, je suis pas d'accord avec tes critères de rôle modèle. Il y a Alors, pas de... je propose qu'on avance. Ouais, non, dans on le va débat. avancer. Je résumais par ça en disant, faut célébrer les petites réussites aussi. Il faut, et vrai, c'est important. On est d'accord. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé justement de l'international. Vous avez beaucoup parlé d'Afrique, tous les deux notamment. Et je sais que dans notre génération, tu as aussi dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le fantasme du ripat. C'est ça que tu disais tout à l'heure. Il y a cette tentation-là de rentrer en Afrique, d'être tenté par l'international, afin de savoir, parce que l'herbe a l'air plus verte ailleurs. Tout à fait. C'est quoi votre position, votre point de vue sur ce sujet, sur la nécessité ou pas d'aller à l'international? Je sais que Ibrahima veut tous nous envoyer aux États-Unis, mais voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Tu commences Comme tu On veux. t'a moins entendu. Franchement, je préfère te laisser commencer. Oui, bah moi j'ai toujours tendance à expliquer, à réexpliquer. Ça fait partie du segment sur lequel je travaille, y compris avec les clients. C'est d'expliquer que l'herbe est pas forcément plus verte ailleurs, ou que si on le pense, il faut vraiment être dans le pré où on a prévu de planter ses graines. Alors en Afrique, encore une fois, quand je dis en Afrique, c'est très large, mais là je parle des pays de l'Afrique de l'Ouest. Il faut vraiment être présent. C'est-à-dire qu'on ne gère pas, comme certains le pensent, à distance depuis Paris ou depuis New York, etc. Sinon, c'est vrai que le risque est très très fort, que ça ne prenne pas la dimension souhaitée. Voilà. Je dirais que là-bas, on a cette expression, c'est « il y a la place ». Donc, il y a effectivement beaucoup de place pour des gens qui seraient prêts, avec humilité, à observer le terrain, à se lancer. Mais il y a autant de fantasmes du côté de la repatriation qu'il y en a du côté de l'expatriation. Alors non, on dit pas l'expatriation pour de l'immigration. C'est vrai que dans ce côté-là, on dit l'immigration, mais en réalité, l'expatriation en Europe pour un Africain, elle est pas facile non plus. Et il y a aussi sur place, tu dois le voir, on le voit tous. Il y a des gens dans les diplômes présentent des titres ronflants. Non, mais c'est la vérité. Il y a eu des générations sacrifiées du fait de l'instabilité politique de certains pays, etc. Mais on a quand même délivré des diplômes. Et il faut dire l'importance, je le redis, des cabinets de recrutement, parce qu'il faut un tri. Mais vous avez beaucoup de gens qui ont des titres ronflants et dont vous ne voudriez pas dans votre entreprise, même s'ils ont pu peut-être donner le change en entretien, mais dès qu'on les met à écrire, on voit des fautes d'orthographe pour des gens qui sont censés avoir fait des bacs plus 7 ou 8. Donc quand ils arrivent avec cet état d'esprit en Europe, il faut qu'ils revoient leurs standards aussi, comme aux États-Unis. C'est-à-dire que là, ça égalise un petit peu le niveau. On le voit d'ailleurs dans beaucoup de choses. Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir, mais qui, je pense, est assez parlant. Dans le sport, dans ma famille, j'ai mon fils qui faisait des arts martiaux, et puis il était super fort, oui, parce qu'il était le champion de ceci, cela. Et puis quand il est arrivé au club ici, il s'est fait étaler très rapidement.
Le pauvre Je dis, fiston. le niveau ici, il est quand même, voilà, c'est bien d'égaliser. Voilà. Et donc, moi, j'insiste beaucoup sur le facteur humain, la compétence, la qualification et l'humilité. Donc, quand on dit on va à l'international, c'est peut-être moins vrai, je sais pas, aux États-Unis, je ne sais pas. J'ai pas cette expérience, mais pour ceux qui sont sur le segment entre l'Europe et l'Afrique, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il faut vraiment arriver avec l'acceptation d'observer. Parce que il y a beaucoup de points communs, historiques et autres. Il y a beaucoup de points dans la langue qui nous permettraient de dire, bah moi j'ai une maîtrise de ceci, moi j'ai un master de cela. Oui, mais c'est pas toujours les mêmes niveaux, c'est pas toujours les mêmes réalités. Dans l'entreprise, il y a le facteur très important aussi qui est culturel chez nous. C'est qu'il y a des petits tips à connaître quand vous allez vous placer de l'autre côté de la Méditerranée. C'est que il y a les rapports d'aînesse qui jouent et qui bousculent parfois les rapports hiérarchiques, alors que ça ne devrait pas. Mais voilà, il y a les questions bon, religieuses, pas trop. Je trouve qu'on est quand même assez soft sur ce point en Afrique de l'Ouest. Tout dépend des pays. Ouais. Bon, ce sera un autre podcast. Ouais, voilà. Non, il y a les questions de l'aînesse, il y a les questions de toi, t'es de telle famille, il y a ceci, cela, qui polluent, à mon avis, un petit peu la grille de lecture qu'on aurait de l'entreprise vécue à la française. Voilà, je dis à la française ou à la belge ou voilà, à l'européenne. Voilà, donc c'est ces petites remarques que je voulais faire parce que quand on dit aller à l'international, déjà je pose la question où ? Parce qu'on ne travaille pas de la même manière avec un Sénégalais qu'avec un Malien ou qu'avec un Burkinabé et autres. Voilà. Donc là aussi, la notion d'Afrique au sens large, elle est pas, je pense, adaptée. Non, mais sur le plan Non, mais c'est vrai. des mentalités. Non, mais c'est évident. C'est comme de dire qu'un Grec a la même mentalité qu'un Norvégien ou un Suédois. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, il y a des petits warnings comme ça qu'il faut avoir et qui vont compléter l'aide que vous pourriez, enfin l'investissement que pourraient faire des gens au point de vue financier dans votre entreprise, qui va devoir être épaulé aussi par des bons recrutements et par l'observation du terrain. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Très important, l'observation du terrain. Franchement, tout à fait d'accord avec elle. Il faut commencer par observer avant de faire quoi que ce soit. Il faut observer longtemps. Ok. D'accord. Les autres? Non, rien d'autre à ajouter. Limpide. Mais je pense que c'est valable pour beaucoup de choses. L'observation, même pour un entrepreneur n'importe où, c'est tellement... je veux dire, même on a beau avoir la meilleure idée du monde, C'est ça. tant qu'on n'a pas observé son environnement, elle ne vaut rien, quoi. Ok. Et autre sujet, qui sera peut-être probablement le dernier. Black & Talk se perçoit et envisage d'être véritablement un lobby. Je pense que vous l'avez tous compris. Et à votre avis, quels sont si la diaspora était dotée d'un tel lobby, quels seraient les sujets sur lesquels il faut absolument qu'on se mobilise? D'un point de vue économique, j'entends. Hein. Ouais. Quels sont les sujets sur lesquels il faut absolument se mobiliser? Tout à l'heure, je crois que c'est les quotas. Tu as parlé des quotas, mais tu as dit c'est pas la priorité. Mais alors, quelle serait la priorité, selon vous? Awa, qu'on n'a pas beaucoup entendu. C'est ça, je vais laisser les autres parler. Y a plein de sujets, je pense. Moi, je parlais de mobilisation de la diaspora. Donc, comment on arrive à travailler ensemble. Donc, ça, c'est une vraie question. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment bien réussi à bosser ensemble. Tu vois, donc est-ce que tu peux te positionner en tant que fédérateur ou voilà. Il y a la question de l'investissement qui est revenu beaucoup et donc du coup ça c'est comment on arrive à fluidifier l'investissement ou à faire connaître ou à créer de nouveaux profils d'investisseurs, je ne sais pas. Il y a la visibilité de cette diaspora et notamment plus large parce que moi j'ai un peu de mal. Enfin, je trouve qu'on a tendance un peu à nous mettre dans des cases, tu vois. Et donc, je trouve qu'on a une vraie force, c'est notre mixité des profils, des talents, et elle n'est pas assez mise en avant. Donc, ça serait pour moi un point, cette visibilité, et notamment médiatique, tu vois, à différents niveaux, en fait. Et après, il y a la connexion.
je sais pas, le réseau, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, le lien qu'on arrive à créer, et du coup, ce lien qui pourrait nous aider à aller encore plus loin. Donc, tu disais passer les caps. Et donc, voilà, ce serait peut-être ça sur lequel je verrais ton positionnement. Un peu comme un toile d'araignée, tu vois, mais qui fédère un peu tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses en réalité qui se mettent en place. Donc, comment on arrive à fédérer tout ça? Merci. Nathalie? Oui, moi je dirais très rapidement que je suis ravie d'avoir fait votre connaissance à tous les trois, tous les quatre, puisqu'il y a un iceberg droit devant. Et vous également. Et vraiment, Tanguy, merci de m'avoir invité et merci de nous faire rencontrer les uns les autres, parce que d'abord ça crée des sympathies. Mais aussi permettre d'identifier. Je me rends compte que j'avais avec moi tout à l'heure 3 personnes que je connaissais pas du tout et qui ont des choses à dire, à m'apprendre, à nous apprendre. Donc non seulement oui, c'est du pro bono comme tu disais, de faire le rôle modèle, mais en même temps on se nourrit vraiment et je le trouve très sincèrement la qualité des échanges. Nous encourage tous à continuer à écouter Kalimandjaro. On devrait terminer là-dessus. Les thèmes de mobilisation, c'est important aussi quand même de... Ouais. Non, mais alors juste très rapidement, et évidemment, je suis largement d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Maintenant, au niveau de Black Network, moi, tel que je le vois sur le long terme, c'est d'être vraiment la courroie de transmission de toutes les revendications de façon apaisée de la communauté. Okay. Ça, moi, si on arrive là à un moment ou à un autre, de façon vraiment fluide, je trouve que le job est fait. Et on n'est pas loin. On n'y est pas loin. C'est noté. Super important ce qu'il vient de dire, c'est qu'en fait, tu ne te rends peut-être pas compte, et je rejoins tout le monde, c'est qu'on n'y est pas loin. Et en fait, ce que tu as fait, c'est quand même ça extraordinaire. Parce que Black Network, c'est une boîte à outils. Aujourd'hui, c'est une boîte à outils que j'utilise pas autant que je devrais utiliser, mais que j'utilise quand même. Parce qu'en fait, c'est tout simple. Quand moi, j'ai besoin d'une compétence particulière, j'appelle Tanguy. Et Tanguy, les bons tuyaux. J'appelle Tanguy. Et en fait, après, bien sûr, à compétence égale, toujours, moi, je prendrai le plus compétent, forcément, quel que soit de l'endroit où il est issu, mais ça permet de challenger. Ça permet de se dire, il y a peut-être cette personne-là, la personne que, quand je challenge, je prends cette personne-là de type caucasien parce qu'il y a plus de compétences que toi, mais quels sont les axes de progression que tu devrais avoir? Et donc, ça, c'est hyper important. Ça permet de challenger, de faire grimper. Et je pense que, ouais, on y est presque. Il y a pas mal, Black Network est une boîte à outils dont on servira de plus en plus. Moi, ce qu'attend de Black Network, c'est qu'elle s'internationalise. Et c'est en train de prendre le pas. Et pas que sur le continent africain. Mais je pense que voilà peut-être les axes de progression qu'il peut y avoir au niveau de Black Network. Sinon, aujourd'hui, c'est un très bon outil. Je pense que les gens sont bienveillants. Et le lobbying a déjà commencé, même ne serait-ce en termes d'état d'esprit. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ok. Bravo. Bien. Merci beaucoup à chacun et chacune d'entre vous, chacune et chacun, pardon, d'avoir pris le temps justement de parler à nos jeunes, parler à nos frères, parler à nos sœurs. C'est vrai que c'est important et que cet épisode-là, je pense que il est important pour ce que tu viens de dire. C'est rare qu'il y ait ces occasions-là. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, effectivement, le problème de la communauté, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'espace où on parle entre nous. Alors là, vous l'avez fait devant une caméra. Il y a d'autres occasions où on peut le faire comme on a déjà fait. Mais de multiplier ces occasions-là, de pouvoir se rencontrer. Chacun est dans ses activités, court à gauche, à droite, dans ses avions et tout. Mais c'est bien qu'on ait ces temps où on peut se poser, le temps d'une après-midi. L'été, heureusement, favorise. Et se rencontrer. J'espère que c'est le début de futures collaborations entre vous. Je sais que Awa va solliciter certains d'entre vous. Je sais déjà. Je sais déjà. Et vice versa. En tout cas, merci à tous. Et j'espère qu'on se retrouvera pour l'épisode 300 ou 400 ou 500 du podcast. Oui, on est d'accord pour être les récurrents. Hein. Et merci à Podspace. Merci beaucoup à Podspace pour nous avoir accueillis pour cet épisode très spécial. Yes. Et à très vite tout le monde. Merci. Merci.